Le professeur Denis Charbit est en ligne avec nous à présent, de chez lui, dans son domicile de Ra'anana. Denis Charbit, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être l'invité de Radio Shalom. Denis, vous êtes un homme important pour cette interview à double titre. La première, c'est que vous avez écrit des livres de référence sur le sionisme, même peut-être un livre de référence qui s'appelle tout simplement Le sionisme, avec tous les plus grands penseurs. Puis après d'autres ouvrages, d'ailleurs ceux qui peuvent consulter chez Albin Michel sur le sionisme également, c'est quoi le sionisme. Donc voilà, c'est un personnage professeur d'université ouverte d'Israël. Mais vous êtes aussi parmi ceux qui ont fait le choix de critiquer publiquement, frontalement, la politique de Benjamin Netanyahou à Gaza. Et ce sera donc l'objet de ma première question. Dans la tradition du sionisme, que vous connaissez donc très bien, on ne critique pas un gouvernement israélien en guerre. Et a fortiori à l'étranger. Alors je vais rassurer mon invité, ça, je crois que cette règle n'a quasiment jamais été respectée. Mais c'est une règle. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de la transgresser ? Alors, nous n'avons sans doute pas la même conception du sionisme, Bernard, puisque je considère que, et j'en parle dans mon dernier livre qui s'appelle Israël, l'impossible état normal, euh, chez Kamal Nevi, j'en ai fait développer sur quelques pages cette idée que l'indépendance, qui est le concept clé du sionisme, et qui pour moi a plus de sens que celui de souveraineté. Euh, L'indépendance, pour moi, veut dire que on doit à soi-même son destin, que nous sommes responsables de notre destin, ce qui signifie que nous nous donnons les conditions et les moyens pour que notre destin ne dépende pas des autres. Alors, moralement, ça veut dire que euh, on ne peut pas se décharger tout le temps et en permanence sur les autres. Ça, c'est la condition de quelqu'un qui est dépendant. Il peut dire, voilà, mon sort dépend de celui qui m'a servi, qui m'occupe, qui me tient dans un, comment dirais-je, en état de servitude. Voilà. Moi, je suis sorti d'Égypte. Pour moi, le sionisme, si on en revient là, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, je ne dois plus qu'à moi-même, moi-même au sens pas individuel ou pas seulement individuel, mais au sens collectif du terme. Ce qui m'arrive, c'est mon histoire, c'est mon affaire, et je peux peser sur les destinées qui sont les miennes pour les modifier, pour les orienter. Je deviens enfin libre. Libre de critiquer les institutions, de critiquer le gouvernement, l'opposition, tel ou tel acteur en Israël, parce que nous avons établi depuis 1948 un État, et puisque vous avez cité mon livre Sionisme, textes fondamentaux, qui date cette anthologie des textes du sionisme, où je reprenais cette phrase de Rousseau, dans l'Émile ou de l'éducation, où il disait, je n'aurais jamais entendu les raisons des Juifs qu'ils aient leurs propres écoles, leurs propres universités. Alors, il ne disait pas leur propre pouvoir, mais c'était cette idée-là. Il disait, en fait, dans les conditions de la diaspora, on ne sait jamais si c'est pas par calcul qu'on dit telle ou telle chose. En Israël, j'ai pas de calcul à faire. Alors là, on reconnaît bien le professeur parce que vous prenez de la hauteur. Le problème, c'est que les auditeurs vont dire non mais attends, excusez-moi Denis, hein. Il va dire, il noie le poisson. On a une guerre, on a des jeunes qui sont tombés par dizaines, on est après le 7 octobre, donc là, on n'a pas besoin d'un cours d'histoire, même si, bien sûr, c'est votre rôle, de nous enseigner l'histoire. Mais bon, j'ai envie de dire, venez-en concrètement. Pourquoi tout d'un coup, vous avez décidé de briser le consensus? Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir fait. Vous êtes 5, 6, en tout cas du côté des francophones que moi je connais. Pourquoi tout d'un coup, vous avez dit, voilà, mon indépendance à moi, moi qui suis israélien, qui ai fait mon alia, c'est le moment pour moi de dire au gouvernement israélien, voilà, soyons concrets. Vous avez dit, c'est le moment de dire au gouvernement, stop, arrête. Pourquoi? Pourquoi?
parce que on se trouve dans une conjoncture politique dont on a eu un signe avant-coureur durant l'année 2023, avant le 7 octobre, autour de cette fameuse réforme des institutions, des rapports entre le gouvernement et de la Knesset avec l'autorité judiciaire, la fameuse Cour suprême. Et rappelle-toi, Bernard m'avait interrogé à ce sujet-là durant la première moitié de l'année 2023. C'était un signe avant-coureur que nous avons affaire ici à un gouvernement qui a de l'intérêt général une conception très particulière qui me semble aller en deçà ou au-delà des règles du jeu démocratique. Ça, c'était pour concernant la fameuse réforme. Et alors, non pas à partir du 7 octobre, ni même du 8 octobre. Nous avons tous baigné, nous avons tous été convaincus et il ne fallait pas être grand clair pour comprendre qu'Israël menait une guerre de légitime défense. Ça, je ne l'ai pas contesté et je ne le conteste pas jusqu'à aujourd'hui. À ceci près que on ne considère pas seulement une guerre en fonction du fait qu'on est l'agresseur ou l'agressé. Et là, on était clairement l'agressé. Mais on doit également considérer la guerre que mène tout gouvernement israélien en fonction de ses objectifs et je dirais surtout en fonction de ses résultats. Et pour moi, même si j'ai eu, je le reconnais tout à fait, des états d'âme durant, à partir de, on va dire, de la deuxième moitié de l'année 2024, mais j'ai néanmoins considéré, en tout cas, qu'à partir de janvier 2025, lorsque après la réussite, entre guillemets, une libération d'otages, c'est pas une réussite, mais en tout cas, après le résultat effectué de cette négociation pilotée par Trump et Witkoff, au terme duquel une cinquantaine d'otages ont été libérés, alors dans des conditions sinistres, on a tous critiqué cette mise en scène du Hamas qui était odieuse, mais ils ont respecté les termes de l'accord. Et nous étions censés, rappelez-vous Bernard, et vous le savez mieux que nous tous parce que vous êtes journaliste et que vous suivez cette activité au jour le jour, il était prévu ensuite une deuxième étape. Et cette deuxième étape prévoyait la libération de l'ensemble des otages qui étaient encore détenus par le Hamas, ceux qui sont vivants et ceux qui ne le sont plus, en contrepartie de la fin des opérations militaires d'un Voilà. et J'attendais ça, là, Denis. c'est Ouais. Netanyahou qui a rompu en disant non, non, on va refaire encore un accord provisoire, etc. Et puis ça s'est embourbé, et puis il y a eu d'autres opérations. Et là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Et c'est pour ça que je me suis autorisé, alors notamment lorsque, au mois de mars, voyez, là, je vous parlais de janvier, quand à partir du mois de mars, le gouvernement israélien décide d'arrêter l'aide humanitaire, qu'elle met en place une nouvelle institution qui ne fournit, qui se don't deliver, comme on dit, comme disaient les Américains, on a dit au début, laissez-nous une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va y arriver, ça prend du temps. J'ai accordé ce crédit en tant que citoyen israélien. Et puis je me rends compte que on n'a pas véritablement avancé. Et là, on va encore plus loin. Et je voudrais répondre pour pas noyer le poisson, puisque vous m'en avez fait le reproche, ce que j'admets volontiers. Je vais vous dire pourquoi j'ai estimé devoir être critique. Parce qu'il y a dans ce gouvernement des forces ultranationalistes dont je dis souvent à mes concitoyens français, juifs ou non d'ailleurs, si vous entendiez, si vous preniez, vous, Radio Shalom et d'autres radios, vous preniez la peine de traduire en français l'intégralité de leur discours, mais tous ceux qui soutiennent aujourd'hui le gouvernement israélien seraient effrayés. Vous ne vous rendez pas compte de la rhétorique de ces leaders de l'extrême droite nationaliste et religieuse, force juive de Ben Gvir et Tzionut Dati, sionisme religieux de Bezalel Smotrich. Et là, ceci m'inspire l'idée que je dois être vigilant. Je ne veux pas faire partie de ceux qui, après coup, une fois que le pire sera effectué, dire « Ah ben voilà ce qui s'est passé comme un historien doit le faire ». Là, c'est pas l'historien qui vous parle, c'est le citoyen israélien qui voit de ses propres yeux comment des acquis,
commence à s'effondrer. Je permets de m'interroger sur un aspect. L'isolement diplomatique d'Israël aujourd'hui, vous citez tous les jours l'Australie, la France, le Canada, etc. Le même Netanyahou, il y a quelques années encore, se targuait, et peut-être à juste titre, les accords d'Abraham, je m'en suis félicité, de dire, regardez, nous ne sommes plus aujourd'hui isolés, même les pays arabes. Regarde, qu'est-ce qu'il fait de cet héritage-là? Qu'est-ce que fait Netanyahou de cet héritage-là? Jamais Israël ne s'est trouvé aussi isolé que depuis cette période-là. Ça a commencé en 2023, moins en 2023 à la fin à cause du 7 octobre, et ça a repris de plus belle depuis quelques mois. Et pas des étudiants de Sciences Po, je parle des puissances alliées d'Israël. Alors, deux choses. D'abord, la première, c'est que vos détracteurs diront, ben alors, si tu te plains de l'isolement d'Israël, alors pourquoi toi tu participes? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous qui êtes professeur d'histoire, Mao Tse-tung disait la première contradiction de l'homme, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait si les Chinois ils ont pas faim, ça rien, tu peux leur vendre tout le communisme que tu veux, il faut qu'ils mangent. Donc c'est la première contradiction. D'abord de leur à manger. Et d'ailleurs on l'accusait, on lui disait ouais tu te moques de nous comme ça te permet de tout faire oublier parce que tu dis je leur donne à manger. Mais après généralement ce que disent les historiens, par exemple les marxistes, ils disent la deuxième c'est la sécurité. Et je pense que les auditeurs vont, ou ceux qui nous regardent sur YouTube, vont vous dire, non mais attends, tout ça c'est gentil. Mais si tu crois qu'on va continuer à vivre de la même façon après le 7 octobre, après ce massacre, si tu crois surtout que les populations vont retourner, j'allais dire les populations de Sderot, Ashdod, Ashkelon, c'est-à-dire celles qui sont en frontière, mais c'est même plus le cas. Ou Metula, c'est même plus le cas. Maintenant, j'ai un ami qui me faisait remarquer, il me disait, mais Bernard, tu peux acheter une maison à Sderot, on vit moins en sécurité à Tel Aviv qu'à Sderot. Et donc, je vous cède évidemment la parole, mais je termine ma question. Donc, les gens, j'imagine, qui sont contre votre démarche, diront, mais attends, mais dis-moi, d'abord déjà, fais en sorte que mes gosses ils puissent aller à l'école, et on verra après. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, dans une démocratie telle qu'Israël l'est, qui doit être tenu pour responsable de la faillite de la sécurité, de ce bilan, de ce constat que tu fais, alors que pendant des années, le même Netanyahou, et à juste titre encore, je l'ai toujours félicité lorsqu'il l'a mérité, disait on n'a jamais été aussi en sécurité qu'aujourd'hui. Je contestais peut-être les conditions dans lesquelles ça se faisait, mais je ne pouvais pas ne pas le constater. Aujourd'hui, cette sécurité qui est au point mort, quelle leçon faut-il en tirer? Et c'est là où chacun est indépendant. Il y a celui qui va vous dire, ah ben, puisque notre sécurité est au plus bas degré, il faut les éliminer tous. À part que ça fait 2 ans qu'on essaye d'éliminer le Hamas, moi ce que je constate, c'est qu'on a éliminé les Gazaouis. 61 000 qu'on annonce, à juste titre ou non, j'ai pas l'impression que parmi ces 61 000, c'est c'est le Hamas je veux dire, on est quand même 18 mois après. Regardez l'Iran comme on a su le neutraliser, comme on a su neutraliser le Hezbollah. Le Hamas, on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas encore. Alors on nous promet à chaque fois qu'on va y arriver. Combien de fois on va mordre à cet hameçon-là? Si ce n'est que, et c'est ça pour moi peut-être la grande divergence, il n'y a pas, et ça il faut le répéter, enfin en tout cas moi c'est mon but et ma mantra peut-être, il n'y a pas de solution militaire qui ne se termine pas par une solution politique. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, dès le début, le verre était dans le fruit. Dire que l'objectif de cette guerre c'est l'élimination du Hamas, très bien, mais la phrase est incomplète. La vraie phrase aurait dû être « il faut remplacer le Hamas ». Parce qu'à ce moment-là, ça implique l'élimination d'un acteur politico-militaire et terroriste qu'est le Hamas et le remplacer par une autre force qui dispose de la légitimité palestinienne. Là, on dit non, 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 on éradique le Hamas, mais on ne dit surtout pas par quoi on le remplace. Pourquoi? Parce que parce que dans l'esprit du gouvernement actuel, il ne faut pas le remplacer, il faut tout simplement occuper sa place. Et occuper sa place, ça veut dire qu'on réoccupe Gaza, comme on l'a occupé de 67 à 2005. Et encore une fois, si tout ça, c'est dans un objectif politique qu'on définit, alors ok, très bien, je suis informé, parfait. Non, personne d'entre nous ne sait quel est l'objectif politique. Les seuls qui parlent, les seuls qui le disent ouvertement et publiquement, et je disais tout à l'heure qu'on ne vous traduit pas en français,
sait ce qu'ils disent, c'est Smotrich et Ben-Gvir quand ils disent il faut coloniser, il faut récupérer, il faut les déplacer, il faut les exiler. Voilà. Moi, ce scénario-là du pire, ce scénario-là catastrophique, ce fantasme que j'appelle moi un fantasme néocolonial, on va tout remplacer, on n'a rien appris. Cette même hubris israélienne qui consiste à dire nous seuls contre le monde entier, ça nous met face au mur. Je suis là pour le dire. Voilà, il y en a d'autres, je ne suis pas le seul. Mais voilà ce que je vois, cet isolement, ce refus de comprendre une solution militaire. Qu'est-ce qu'on a toujours dit en Israël? La réflexion stratégique. Nous, l'armée israélienne, on est là pour offrir à Israël les meilleures conditions pour négocier ensuite. Là, on dit à l'armée israélienne, vous êtes là pour nous offrir les meilleurs moyens d'occuper, de coloniser, de nous étendre, d'exiler, de déporter, etc., etc. Et moi, je vais participer à cela. Au nom de quelle solidarité avec un gouvernement je dois me rendre compte, et ceci indépendamment de la vague d'antisémitisme qui surgit et contre laquelle on ne peut pas faire tous les sujets d'un coup. On ne peut pas faire tous les sujets d'un coup, mais on fera aussi après l'antisémitisme, bien sûr. Ceci étant, vous dites, personne ne nous dit ce que veut Netanyahou. Denis Charbit, il suffit d'écouter les conférences de presse, il dit ce qu'il veut. Il faut écouter les interviews à Fox News, à la 14, etc. Il veut ce qu'il appelle le plan Trump. Et que d'ailleurs, vous avez évoqué déjà au moins 5 ou 6 fois depuis le début de notre entretien. Il dit, on a tout essayé, on a eu des discussions de paix, on a rendu la bande de Gaza aux Gazaouis. Enfin, vous connaissez par cœur, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Et il dit, et maintenant, il faut faire comme Trump a dit, il faut qu'il parte. Voilà ce qu'il dit. Et ça, vous vivez avec la conscience tranquille? Enfin, je vous pose pas la question personnellement, c'est pas non, moi je suis journaliste, mais vous dites, le plan Trump. Pour moi, le plan Trump, c'est comment dirais-je, attention, je ne parle pas de 100 000 ou 200 000 Palestiniens à qui on offrirait l'asile politique en France ou ailleurs pour qu'ils puissent se refaire une autre vie. Je peux comprendre. Mais en quoi 100 000 ou 200 000 Gazaouis qui partiraient de leur plein gré changeraient quoi que ce soit à la réalité d'une population qui comptera au lieu de 2 300 000, 2 millions? En quoi ça changera quoi que ce soit, si ce n'est qu'on a le projet de les disperser, de les effacer, de les voilà. Et ça, pour moi, c'est pas comme ça qu'on règle le problème palestinien. Et si c'est ça le règlement du problème palestinien, je n'en ferai jamais partie. Je n'accorderai ni aucun mot de ma bouche, ni aucune ligne que j'écrirai pour accorder le moindre soutien à un projet qui me fait froid dans le dos, de la même manière, d'ailleurs, qu'on pourrait traduire en arabe les mêmes propos du plan Trump, simplement appliqués aux Juifs, et on dirait, regardez la catastrophe et l'Holocauste la Shoah que le Hamas nous prédit. Pourquoi, dans un sens, c'est tolérable, et dans l'autre sens, ça ne l'est pas? Moi, cette inégalité, je ne la partagerai jamais. Pourquoi, quand c'est en hébreu ou en anglais qu'on le dit, alors c'est kasher? Et pourquoi, quand c'est en arabe qu'on dit la même chose, ou à peu près, eh bien là, subitement, ça devient un crime contre l'humanité. Alors, de nouveau, les gens vous répondront, j'imagine, non, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est l'OLP qui disait quelque chose en arabe pendant des années et qui disait en anglais autre chose, qui était un discours de paix. Mais on va pas s'arrêter sur ça, même si ça me semble quand même quelque chose de très important. La question de l'État palestinien, la raison pour laquelle cette coalition-là a quasiment une assurance vie, c'est la question de l'État palestinien. Donc je vais vous demander votre avis là-dessus. C'est-à-dire que de nouveau, les Israéliens disent c'est une assurance vie. La seule garantie qu'il n'y aura pas un État palestinien qui va se reconstruire comme s'était construit Gaza, avec des tunnels, avec à chaque fois qu'on donne $20, il y a 3-4 dollars pour que les gens mangent et 15 dollars pour acheter des armes ou pour construire des roquettes. La seule garantie que j'ai, mais vous connaissez par cœur cette façon de penser, c'est de revoter pour cette coalition. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en France, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais regardez, il y a une alternative. Non, les gens, pas seulement à Ashdod, les gens partout, à Holon, à Givatayim,
Ils disent, la seule garantie que j'ai de ne pas avoir un État avec des tunnels, c'est Netanyahou. Qu'est-ce que je réponds? Je réponds deux choses. La première, que cette proposition, cet argument, laisse entendre que le conflit est éternel. Voilà. Ceux qui le pensent, sans doute, ont raison de voter pour Netanyahou. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce conflit est éternel. Je pense que ce conflit est soluble. Il est difficile, mais il implique de faire la distinction entre les principes et la réalisation des principes. Sur les principes, il n'y aura pas, pour moi, de règlement du conflit israélo-palestinien si on ne déclare pas le fait que, autant que les Juifs sur la terre d'Israël, les Palestiniens ont droit à un État sur une partie de la Palestine, dont je rappelle qu'elle n'est pas équivalente, puisque en admettant qu'il y ait un règlement selon la formule de la solution à deux États, ben, nous aurions l'État d'Israël sur 78% de la Palestine mandataire et les Palestiniens sur 22% de la Palestine mandataire. Beaucoup de Palestiniens d'ailleurs s'opposent à ça parce qu'ils trouvent que ce n'est pas égal. Mais l'histoire a parlé, l'histoire a tranché et il faut bien faire avec ce qu'on a. Ce que je considère en tout cas que sur le plan du principe, pour le monde entier et pour beaucoup d'Israéliens, même s'ils ne sont pas aujourd'hui la majorité, la légitimité d'un État juif repose sur le fait qu'Israël n'établisse pas son indépendance et sa souveraineté sur l'intégralité de la Palestine mandataire. C'est injuste. Il n'est pas normal que sur un territoire disputé entre deux peuples, on dise à l'un 100%, à l'autre 0%. Or, c'est ça que promet Netanyahou. De la même manière que le Hamas promet exactement le contraire. 100% pour les Arabes, les Palestiniens, 0% pour les Juifs. Encore une fois, sur un plan de sensibilité universelle, comment puis-je justifier qu'Israël établisse sa souveraineté sur 100% du territoire mandataire et que les Palestiniens soient réduits à 0%? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, en tout cas, c'est possible, mais c'est injuste. Ok? From the river to the sea, pour moi, en anglais, en hébreu ou en arabe, sont nuls et non avenus sur le plan moral et sur le plan politique. Moral parce que ce n'est pas juste et politique parce que cela ne tiendra pas. Ok? Alors c'est là-dessus. Vous vous doutez bien que c'est sur ça qu'on vous attend. Ça tiendra ou ça tiendra pas. Parce que la morale, l'éthique, quand quelqu'un a le sentiment qu'on veut l'égorger, et d'ailleurs, vous voulez que je vous dise, des deux côtés, ben, il s'en fout de la morale. Il va vous dire, mais moi j'entends Denis Charbit, là, moi c'est pas mon problème, moi. C'est que alors qu'on se c'est que toute la quand ils ont morale fait le 7 octobre, d'abord ils étaient fous de joie, c'est Anillé, etc. On a vu les images, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont pas dit, bon, alors cette fois, ça y est, on négocie. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, attendez, on revient. On va en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut les combattre. C'est pour ça que la guerre d'Israël contre le Hamas est tout à fait légitime. Mais elle ne peut pas se dispenser de l'examen des moyens. Moi, je constate aujourd'hui que le Hamas tient encore, mais qu'en revanche, la population gazaoui est sacrifiée. Alors, il y a toujours un rapport. Attention, je suis bien conscient qu'une guerre urbaine, c'est là où je ne souscris pas ni à l'idée de génocide, etc. Parce que je suis dans une guerre urbaine de ce type-là, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Mais qu'on assume cette responsabilité. Et comment on peut l'assumer? En disant, attention, c'est vrai, aujourd'hui, les Palestiniens, vous écopez les premiers, beaucoup plus que le Hamas. Mais attention, une fois le Hamas éradiqué, nous ouvrons une alternance politique. Nous vous offrons un autre avenir. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit, ils le méritent parce qu'ils sont tous des Hamasniks. Mais exactement, quand vous interrogez un terroriste palestinien, vous dites, mais pourquoi vous tuez des enfants israéliens? Parce que demain, ce seront des soldats de Tsahal. On en est au même niveau moral aujourd'hui. Pratiquement, ceux qui disent on doit tous les écraser parce que c'est le seul moyen de s'en sortir, ils ne sont pas plus valeureux que les autres.
Alors peut-être qu'on danse moins, et encore, je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui se réjouissent aussi de cette situation et pour qui une cinquantaine, de quarantaine, milliers de civils, ça ne compte pas. Mais ça fait partie de la déshumanisation qui est propre à toute guerre. Je le déplore, mais je suis bien conscient que c'est ce qui se passe quand il y a une guerre. Comment on en sort de cet esprit de guerre? En ouvrant un après, en disant aujourd'hui vous morflez, mais demain voilà l'avenir que je vous propose. Est-ce que vous avez entendu un ministre israélien dire essayer justement de créer un cordon sanitaire entre le Hamas et les Palestiniens? Non, ils savent tous la même chose. J'ai entendu un rabbin dire, je ne citerai pas son nom par égard pour lui, dire les Palestiniens de Gaza ont perdu le droit à l'existence. Mais qui ose parler comme ça? Mais de quel? Ça, c'est un rabbin qui parle. Mais même s'il n'était pas rabbin, je serais aussi, comment dirais-je, aussi troublé par des paroles de ce type. Et donc, c'est cette absence, c'est à la fois, mais c'est pas que moralement, c'est que politiquement, ça ne tiendra pas. Quand on voit aujourd'hui, je l'avais dit il y a un an environ, tôt ou tard, si on ne fait rien, on se retrouvera comme l'Afrique du Sud, à être boycotté par l'ensemble des nations, sauf si toutes les nations deviennent populistes à la Trump. Ah, si en France, en Italie, comme c'est le cas en Russie, etc., si le monde entier devient populiste, voire pire, ah là, à ce moment-là, Israël pourra triompher et pourra faire exiler 2,5 millions de Palestiniens. Voilà. Je n'y serai pas, que ce soit clair, je ne serai pas dans un État qui procéderait à une telle déportation. Mais si, en revanche, les pays libéraux, l'Union européenne, demain un président démocrate aux États-Unis, vous savez, Bernard, je vais vous le dire, et merci de m'avoir posé cette question. Moi, je me suis battu pour, et je me bats encore, que la paix soit l'affaire des Israéliens, pour que les électeurs israéliens décident par eux-mêmes de cette négociation et l'approuvent. Et je l'ai fait en me disant que la situation devant laquelle je ne veux pas me trouver, mais je crains de nous y trouver bientôt, c'est que ce soit le monde qui nous l'impose. Voilà. Et là, je dis attention. Je ne veux pas être dans cette situation. De Gaulle a eu l'intelligence de le faire tout seul, au lieu que ce soit l'ONU qui l'oblige à le faire. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, à ne pas considérer la situation actuelle, nous risquons demain de nous trouver dans une situation. Et je dois dire que je me suis trompé parce que je dis, c'est pas dans 1 an ou dans 2 ans, c'est peut-être dans 10 ans. Alors, je ne sais pas si nous y sommes déjà, mais quand j'entends les alliés traditionnels d'Israël envisager des sanctions, et je ne suis pas favorable. Pourquoi? Parce qu'au nom de la conception que j'ai de l'indépendance que j'ai définie tout à l'heure, je voudrais que ce soit nous qui soyons capables de le faire en négociant avec les Palestiniens, avec lesquels on pourrait, je dis bien en conditionnel, auquel on pourrait parvenir à un accord. Mais bien sûr que de ce point de vue-là, l'objectif du remplacement du Hamas par une force politique palestinienne est un impératif. Pourquoi Macron a pris cette décision-là? De reconnaître l'État de Palestine, parce qu'il se dit, j'ai soutenu la guerre menée par Israël depuis le 7 octobre 2023, et j'ai l'impression que je suis en train de soutenir Israël pour une cause qui n'est pas la mienne. Macron va pas soutenir Israël parce qu'on va recoloniser Gaza. Et il a peur aujourd'hui, et il se dit, moi, là, stop, je ne soutiens pas Israël dans ces conditions-là. Et voudriez que d'autres pays le soutiennent, ils soutiennent l'existence d'Israël. Ils veulent la sécurité d'Israël. Ils veulent que les principes, après l'application, c'est une autre affaire. Là-dessus, je vous rejoins. Les conditions de sécurité. Quand vous avez dit tout à l'heure, on a tout essayé, désolé, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il n'y a jamais eu d'État palestinien, donc ne dites pas qu'un État palestinien apporterait. Le 7 octobre a eu lieu quand il n'y avait pas d'État palestinien. Donc qu'on ne dise pas la création d'un État palestinien, les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été réalisés dans leur première phase. Une autorité palestinienne et c'est terminé. Donc, alors on va clore notre entretien simplement pour des questions de montre. Il n'y a pas de volonté de ma part de censure, bien sûr, puisque Radio Shalom est la radio de tout le monde et donc de tous les points de vue. Donc je vous remercie. Et je vous relance pas, j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, mais je vous remercie, Denis Charbit, vous qui êtes professeur
à l'Université ouverte d'Israël, professeur de sciences politiques. Et d'ailleurs, pendant l'été, on peut consulter vos nombreux ouvrages, y compris ceux qu'on appelle des ouvrages de vulgarisation, comme on dit. Par exemple, chez Albin Michel, sur le sionisme. Je vous remercie. Mais je suis non seulement un professeur, mais je suis surtout un Israélien inquiet aujourd'hui. Inquiet de la dérive de mon gouvernement et de mon pays. Et d'ailleurs, vous l'exprimez aussi dans votre dernier ouvrage. Je vous remercie, Denis Chamlit. Bonsoir à vous.